Laden décide de partir. Sa destination, le Soudan. Dans ce pays voisin de l'Arabie Saoudite, un chef religieux, Hassan el-Tourabi, accueille les islamistes du monde entier. À Khartoum, Oussama Ben Laden est le bienvenu. Quand Ben Laden est arrivé à Khartoum, il a rencontré Tourabi et ils ont passé pas mal de temps ensemble. Apparemment, ils se sont bien entendus et sont même allés faire du cheval ensemble. Ils étaient tous deux des hommes relativement sophistiqués, même si Tourabi est plus cultivé que Ben Laden. Ils se considéraient comme du même monde et semblaient apprécier mutuellement leur compagnie. Une amitié qui repose aussi sur l'argent. Ben Laden est riche. Et au Soudan, un pays sous-développé, il va investir et apporter de la richesse. Il décroche de gros marchés publics, comme par exemple une route de 800 km, et construit des bâtiments officiels. Il achète aussi des exploitations agricoles et gagne une fortune dans l'exportation de coton et de sésame. Le Saoudien a alors toute l'apparence d'un homme d'affaires respectable. Il a des bureaux avec air conditionné dans le centre de Khartoum. Il dirige très ouvertement des affaires d'import-export avec des autorisations données par le gouvernement soudanais. Il commence à acheter des terrains dans les environs de la capitale et se lance dans des activités agricoles. Voici la ferme que Ben Laden possédait au Soudan, aujourd'hui abandonnée. Mais on n'y cultivait pas que du coton. Dès 1994, Ben Laden y installe 500 djihadistes venus d'Afghanistan. Ils partagent leur temps entre activités agricoles et entraînement militaire, une sorte de colonie du terrorisme. Il y avait toujours des gens autour de lui qui discutaient pour savoir qui était l'ennemi et quelle était la meilleure voie pour le djihad. Mais surtout, Ben Laden commence à financer des groupes d'activistes islamistes dans tout le monde arabe. Irrités, les gouvernements de ces pays demandent au roi Fahd de régler le cas Ben Laden. Fahd exige alors de lui qu'il cesse toute activité et qu'il rentre en Arabie Saoudite. Ils ont envoyé des membres de la famille et la famille est restée en contact, lui demandant, lui implorant, la mère, le grand-oncle, Oussama, tu dois rentrer à la maison. Et il a refusé. En juillet 1994, les Saoudiens privent Ben Laden de sa nationalité et gèlent ses comptes bancaires en Arabie Saoudite. La rupture est consommée. Le 13 novembre 1995, un attentat au camion piégé se produit à Riyad, la capitale saoudienne. 5 Américains et 2 Indiens sont tués. Le bâtiment détruit est un centre de formation militaire saoudien dont les instructeurs sont américains. Ben Laden n'est pas le commanditaire de cet attentat, mais il est cité comme source d'inspiration par les terroristes, des islamistes saoudiens, anciens combattants d'Afghanistan, qui seront ensuite exécutés. J'ai lu les pamphlets d'Oussama Ben Laden. Trop actif, devenu encombrant, Ben Laden est un invité gênant pour le Soudan. Le pays veut se racheter une respectabilité et propose de le livrer aux Américains. Bon, on vous le donne. Seulement, on n'a rien contre lui. On n'a pas de mandat, on ne le veut pas. Alors les Soudanais reviennent et ils nous disent « Et pourquoi pas l'Afghanistan ?» On répond « D'accord ». Et le reste, c'est de l'histoire. Le 18 mai 1996, Oussama Ben Laden quitte Khartoum. L'Afghanistan vient de vivre 7 ans de guerre civile. Un pays en ruine, coupé du monde et sans gouvernement. Le pays est aux mains d'une milice islamiste qui contrôle militairement l'essentiel du territoire, les talibans. Ce groupe fondamentaliste transforme l'Afghanistan en une société islamique qui vivrait comme au premier temps de l'islam, une sorte de retour à un hypothétique âge d'or musulman à tout prix. À Kandahar, leur capitale, les talibans mettent à la disposition de Ben Laden cette ancienne coopérative agricole de l'époque soviétique. La ferme de Tarnak, ici sur une vidéo de propagande, sera son quartier général. Ben Laden n'est pas seul. Avec lui, un groupe de 150 fidèles, des djihadistes fanatiques. Le journaliste Abdul Bari Atwan a passé 10 jours avec eux en novembre 1996.
Lorsqu'il a été expulsé du Soudan, ils sont partis avec lui. Ils sont venus en Afghanistan et s'y sont regroupés. Et beaucoup de gens sont arrivés d'Arabie Saoudite et du Golfe et l'ont rejoint. C'est ici que le projet Al-Qaïda, imaginé 7 ans plus tôt par Ben Laden, va réellement prendre forme. Ce groupe se considère comme une avant-garde révolutionnaire. C'est une communauté de fanatiques islamistes organisée sur un principe d'égalité. Ils partagent la même existence, les mêmes repas. Ce n'est pas une structure pyramidale, ils sont amis. Et ce sont des gens qui voudraient mourir en martyrs. Donc ils ne se battent pas pour être le chef. Dans cette communauté idéaliste, unie par le combat et l'exil, Ben Laden compte un ami rencontré en 1986, Mohamed Attef, qui sera tué en 2001 près de Kaboul par l'armée américaine. Cet Égyptien, ex-policier au Caire, est l'homme de confiance du Saoudien. Ils sont vraiment très proches. Et cela s'est vérifié lorsque le fils d'Oussama Ben Laden s'est marié avec la fille de Mohamed Attef. Presque une famille. Le noyau d'Al-Qaïda fonctionne ainsi. Un mélange de relations personnelles et d'objectifs politiques communs. Autre figure majeure, Ayman al-Zawahiri, qui avec le temps est devenu l'animateur de ce groupe informel. Ayman al-Zawahiri est le cerveau politique d'Al-Qaïda. Oussama Ben Laden est le chef spirituel. Ben Laden, un homme qui ne hausse jamais le ton lorsqu'il prend la parole, mais dont la pensée est extrêmement violente. Ce pourrait être un mélange de colère, de revanche, d'amertume, de haine, d'islamisme pur. C'est tout ça ensemble. Le djihad contre les Américains, se battre contre les Américains, c'est l'essence même de la foi. Entre 1996 et 1998, Ben Laden va multiplier les déclarations. Comme sur cette vidéo de propagande, il dénonce la présence de djihadistes en Arabie Saoudite, toujours là 6 ans après la fin de la guerre du Golfe, les victimes civiles de l'embargo en Irak, les crimes contre les musulmans en Bosnie ou ceux de l'armée russe en Tchétchénie. Sur cette image, c'est un des fils de Ben Laden qui prend la parole. Il évoque la situation des enfants palestiniens et appelle à la guerre contre les Juifs. Une série de déclarations qui passent inaperçues en Occident, jusqu'à ce que l'Égyptien Ayman al-Zawahiri donne quelques conseils à Ben Laden. Il a dit « Ce long message est inutile. Tu dois envoyer 2 lignes. Comme ça, toutes les agences de presse vont le reprendre. Et cela fera plein d'articles. Et tu peux même mettre des phrases polémiques. » Et la phrase polémique, c'est qu'il faut tuer des civils américains et des juifs. Le 23 février 1998, depuis un camp afghan, Ben Laden lance une fatwa d'une extrême violence. Nous appelons chaque musulman qui croit en Dieu à tuer les Américains et à piller leurs richesses, où que ce soit et dès que ce sera possible. L'ordre de tuer des Américains est un devoir sacré, dans le but de libérer les mosquées de Jérusalem et de la Mecque. Le vendredi 7 août 1998, à 10h30 du matin, 2 attentats simultanés frappent les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. À Dar es Salaam, une voiture piégée explose devant l'ambassade, 11 morts, 85 blessés, tous africains. À Nairobi, à la même heure, c'est un camion piégé qui explose, 213 morts, dont 12 Américains. C'est l'attentat le plus meurtrier commis contre une cible américaine depuis plus de 15 ans. Et cette fois-ci, Ben Laden est directement impliqué. Il a choisi lui-même les kamikazes des Saoudiens et des Égyptiens, ainsi que le plan d'attaque. Son objectif est d'obliger les États-Unis à réagir. Et l'idée n'était pas de tuer des diplomates américains. L'idée était de forcer Clinton à monter sur une estrade pour qu'il dise « Ben Laden est mon ennemi ». Et c'est exactement ce qui va se produire. Tout de suite après les attentats, le président américain Bill Clinton fait une déclaration. Ces actes de violence terroriste sont inhumains. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour mener leurs auteurs devant la justice. Peu importe comment et quand.
Ils s'écroulent et réagissent en cow-boy dès qu'on les confronte à leur identité. Ils ne réfléchissent pas, ils dégainent toujours le pistolet et ils tirent. Le 20 août 1998, les États-Unis tirent des missiles sur des camps d'entraînement en Afghanistan. Et c'est ce que Ben Laden attendait. Que cet homme, Clinton, reconnaisse que son véritable ennemi, puissant, menaçant, est Ben Laden. Clinton dit presque que Ben Laden est une superpuissance. Au total, 75 missiles Tomahawk à 500 000 $ l'unité sont tirés sur des camps d'entraînement djihadistes en Afghanistan, et notamment celui de Zawar-Kili, où Ben Laden est censé se trouver. La CIA savait que le Saoudien devait participer à une réunion djihadiste dans ce camp. Bilan, 21 morts, mais pas Ben Laden. Tom Simons a été ambassadeur des États-Unis au Pakistan. La vérité est que je crois qu'on ne l'a raté que de 20 minutes. Donc, ce n'est pas si mal. En fait, Ben Laden a quitté les lieux quelques instants avant les tirs. Sa tête est mise à prix par les Américains, il devient l'homme le plus recherché de la planète. Un titre de gloire aux yeux des islamistes du monde entier. Ben Laden, l'homme qui résiste aux Américains. C'est un petit David qui défie le puissant Goliath. Il est la personne avec qui il faut être. Il devient le chef de la meilleure équipe de foot du championnat. Et tout le monde veut y aller et jouer pour lui. Avant le Kenya et la Tanzanie, il y avait tout au plus une personne par jour ou par semaine, venue du Golfe ou d'Arabie Saoudite, pour rejoindre Ben Laden. Après les attentats du Kenya et de Tanzanie, il n'y avait pas moins de 10 personnes qui arrivaient en Afghanistan chaque jour. D'Europe, du Moyen-Orient, du Sud-Est asiatique, et ils rejoignaient les talibans. Ils étaient sous la protection des talibans. Donc c'était un gros phénomène. Désormais inspirés par la figure de proue que représente Ben Laden, des musulmans radicaux en quête d'action se rendent en Afghanistan depuis le monde entier. Là, les volontaires djihadistes rejoignent des camps d'entraînement au terrorisme. Ces camps, une douzaine au total, existent depuis la guerre contre les soviétiques. Ils n'ont jamais cessé de fonctionner grâce à l'argent des organisations islamistes. On y trouve des Indonésiens, des Philippins, des Ouzbeks ou des ressortissants de pays arabes. Au total, près de 5000 combattants. Ben Laden va faire main basse sur ce vivier. En les finançant de plus en plus, en ayant des proches qui deviennent instructeurs dans les camps, en recevant ces camps des talibans, après qu'un autre groupe eût été mis dehors pour je ne sais quelle raison. Mais avant tout, il pouvait le faire grâce à son propre poids, son propre charisme, sa propre réputation. Quand il va dans les camps, il envoie des messagers à l'avance et tout le monde se tient prêt et se prépare pour recevoir Monsieur Ben Laden qui va nous rendre visite aujourd'hui. Donc c'était le chef. Le fruit de cet entraînement dans les camps, c'est de faire le djihad pour Allah. Il y a vos frères en Palestine qui vous attendent avec patience. Et ils vous attendent pour se battre avec vous contre les Américains et les Israéliens. Le monde est